Bien, mesdames, messieurs, mes chers amis, merci d'être venus nombreux. J'ai beaucoup de mal à vous voir, mais le réglage de la lumière est ainsi fait. C'est-à-dire que vous m'éblouissez, mais je ne suis pas sûr de vous éblouir. Bien, donc merci d'être venus à cette séance qui est une première depuis longtemps, depuis les années 89-90, si mes souvenirs sont bons, puisqu'auparavant, dans le cadre du Congrès des maires, il y avait une réunion des maires des communes minières de France qui se tenait ici, à la porte de Versailles ou ailleurs, peu importe, mais où on se retrouvait et ensuite on se séparait pour un an. On se disait qu'il y avait beaucoup de choses à faire, on prenait même certaines décisions, mais on ne les suivait pas. Donc c'est à partir de là que j'avais décidé avec quelques-uns de mes collègues parlementaires et maires de ce pays de créer l'Association des communes minières de France. Et depuis 34 ans, donc, celle-ci fonctionne et j'espère qu'elle fonctionne au mieux de vos différents intérêts. Les intérêts des communes minières qui ont connu la mine pendant des dizaines, parfois des centaines d'années, naturellement, mais au bénéfice également peut-être des communes minières de demain et d'après-demain, parce que, comme je le rappelle toujours, si vous voulez, un pays, quel qu'il soit, qui veut être indépendant, qui veut jouer sa carte au titre de cela, de la nation, voire au-delà, doit s'occuper de deux choses. De son sol, le sol c'est l'agriculture, et naturellement tous les dérivés de l'agriculture, dont les industries de l'agriculture, et le sous-sol, donc exploiter les richesses du pays dans ce sous-sol, et naturellement avec tous les dérivés industriels qui peuvent exister. Donc voilà, mais comme vous le savez, dans ce pays, la loi sur l'exploitation minière est particulière par rapport à d'autres pays, puisque chacun d'entre vous pouvait être propriétaire d'une parcelle de terrain, vous êtes propriétaire du sol et du sous-sol, mais si ce sous-sol contient un des minéraux qui apparaît au journal officiel, vous êtes dessaisi de cette propriété, c'est l'État qui en devient propriétaire et qui en assure l'exploitation directement ou indirectement. Donc, à partir du moment où l'État assure l'exploitation de ce sous-sol, si vous avez un de ces minéraux, la responsabilité, vous en doutez bien, lui revient entièrement, et c'est ce que nous défendons depuis toujours, c'est-à-dire qu'une fois qu'une région a été une région, une commune, une parcelle, une partie de la commune a été exploitée, c'est à l'État de mettre fin à la concession ou au travail direct qu'il peut effectuer et de remettre en état également, naturellement, le territoire qui a été ainsi exploité. Et c'est là-dessus que le combat que nous menons est permanent, difficile, parce que, comme d'habitude, l'État accepte de recevoir toutes les taxes, redevances, impôts, etc., qui découlent de l'exploitation minière, mais ensuite, quand il s'agit de remettre les choses de façon correcte, c'est beaucoup plus difficile. Il se fait en permanence, disons-le, tirer l'oreille. Et nous sommes là pour lui rappeler à tout moment ses devoirs. Et nous sommes là aussi pour dire que si demain il y a de nouvelles exploitations minières, il faut que les choses changent profondément
dans ce domaine, parce que la plupart du temps, comme vous le savez, le code minier qui est issu du code qui est issu des années 1810, règne de Napoléon Ier, ce code minier qui a connu quelques grosses améliorations en 94 et en 99, qui a été repris en main par l'administration lors des dernières discussions sur le climat de 2022. Ce code minier est surtout intéressé par des exploitations nouvelles sans tenir compte la plupart du temps de la vie de ceux qui vivent sur les territoires et sans avoir terminé donc la fin des exploitations anciennes. Et c'est donc sur ces deux sujets-là que l'on peut intervenir. Parce que les nouvelles formes d'exploitation minière, un enjeu pour les communes, comme on le dit ici dans le titre, c'est bien, hein, mais d'abord, terminons, si vous voulez, ce qui a été exploité, ce qui a connu une fin de concession, parce que partout en France où je me déplace sur les PPRM, que ce soit dans l'Aveyron, que ce soit dans les Bouches-du-Rhône, que ce soit dans le bassin de Saint-Étienne ou en Lorraine, eh bien, nous connaissons, si vous voulez, beaucoup de difficultés pour que le passé soit réglé définitivement, non pas sur le dos des communes, mais à travers les contributions qui doivent être celles de l'État qui a beaucoup engrangé pendant la période d'exploitation, je le rappelle. Donc les exploitations nouvelles, si elles ont lieu, je pense par exemple au lithium qui devrait commencer à être exploité bientôt dans l'Allier, eh bien tout cela doit connaître de nouvelles formes et doit connaître aussi, et c'est cela qui est important, une fiscalité qui devrait être fondamentalement différente. Aujourd'hui, vous le savez, la fiscalité minière est particulière en France, c'est la redevance des mines. La redevance des mines, quand on va chercher ses fondements, eh bien, à la fin du 19e siècle ou au début du 20e siècle, elle a été calculée souvent de manière souvent faible parce que, en particulier dans les pays, dans les régions charbonnières, l'énergie charbonnière était l'énergie majeure de ce pays. Le pays en avait un besoin absolu. Donc, les exploitations de mines de charbon faisaient un peu ce qu'ils voulaient. Et d'autre part, dans la redevance des mines, ils défalquaient systématiquement les opérations qu'ils ont été obligés de faire sur les différents territoires. Parce que quand ils arrivaient sur un territoire, je pense au mien, il y avait 1400 habitants en 1858. En 2014, il y en avait 26 000 et toutes les structures d'accueil de la population avaient été à la charge de la compagnie. Mais seulement quand ces structures ont été amorties, on a oublié, si vous voulez, de remettre la redevance des mines au niveau où elle aurait dû être. Hein. Et donc, nous avons toujours une grande faiblesse. Et cette faiblesse, voyez-vous, j'ai essayé de la corriger parce qu'actuellement, encore, les communes minières de France, à population naturellement égale, sont les dernières du tableau des 35 000 communes, au niveau de leur richesse. Il ne faut jamais oublier cela. Alors j'ai essayé de rectifier cela en 1985 avec un de mes collègues de l'Assemblée nationale, le maire de Rezé. Nous avions créé une association qui existe toujours, qui s'appelle Ville et banlieue. Et en 85, nous avons pu abonder pendant 5 ans la DGF des communes de banlieue et des communes minières. Hein. C'est-à-dire que pendant 5 ans, nous avons augmenté la DGF de 20%. Ce qui a fait que l'augmentation globale était autour de 130% au bout du compte. Charles Pasqua a essayé de
nous mettre des bâtons dans les roues à cette époque-là, mais on a réussi à passer outre. Et donc c'est la seule vraie grande amélioration qu'on a apportée, mais très largement insuffisante encore aujourd'hui par rapport aux besoins. Et nous sommes donc quelque part un peu traités, vous savez, comme une minière, c'est presque commune coloniale, hein, et aussi, tout en sachant aussi que l'État ou les exploitants, quand ils ont fini un filon, ils ont toujours tendance à quitter le territoire en le laissant dans la situation où il peut se trouver. Voilà donc, si vous voulez, les quelques mots que je voulais vous dire, en regrettant naturellement que ces derniers temps, malgré tous les efforts que nous avons pu déployer, que beaucoup de parlementaires ont déployé également, qu'on ait abouti seulement à une réforme très très partielle du code minier, sans s'adresser d'ailleurs, c'est quand même extraordinaire, sans s'adresser à ceux qui sont sur les territoires, en procédant, et c'est ce qui est en train de se faire, c'est d'ailleurs pas terminé, en procédant par ordonnance. Hein, c'est-à-dire que c'est la haute administration de l'État qui décide de la manière dont les choses vont se faire demain et après-demain pour les nouvelles exploitations, en faisant fi de la fin des anciennes exploitations. Voilà donc grosso modo, si vous voulez, ce que je voulais vous dire. Je peux naturellement développer quelques sujets que ce soit avec vous. Hein. Alors, je vais vous demander de manifester si vous avez envie d'intervenir très fortement, parce que moi, je ne vois pratiquement rien. Hein. Alors, je sais que dans la salle, il y a des amis de l'Aveyron, de la région nancéenne, de Lorraine, Forbach, de l'Aude, de Nouvelle-Calédonie. On a il a réussi à échapper aux difficultés de ce beau territoire. Hein, et je suppose qu'il y a des gens du nord, du Pas-de-Calais, enfin de tous les coins de France où il y a eu des exploitations minières. Mais vous savez, l'exploitation minière, je le rappelle, il y en a eu dans tous les départements de ce pays. Hein, que ce soit d'ailleurs des départements dont on ne parle jamais, hein, le Maine-et-Loire par exemple, on ne parle jamais quand on parle d'exploitation minière, le Calvados, l'Orne, hein, pour la Vendée, une petite mine de charbon, hein, qui est une petite commune qui est adhérente à l'association depuis toujours, etc., etc. Et puis un jour, je regardais avec un des députés de la Savoie, parce qu'en Savoie, bon, on n'a pas l'impression qu'il y a de mines. Si, il y a des quantités de mines, mais ce sont toujours, si vous voulez, des petites mines locales qui ont servi à un moment. Hein. Il y a eu des mines de charbon, même dans la région de Manosque, mais on les a oubliées, etc., etc. C'est vous dire que le pays est truffé d'exploitations minières d'hier, d'avant-hier. Aujourd'hui, naturellement, il ne reste plus qu'un endroit où on exploite, n'est-ce pas, monsieur le maire, c'est le bassin salifère de Lorraine, qui est d'ailleurs un bassin minier gigantesque que la France ne connaît pas, puisque c'est un bassin qui commence à Reims et se termine aux Vosges. Hein. Donc, c'est vous dire 300 km de long sur 100 km de large. Hein, et l'exploitation se fait donc au sud-est de Nancy, pour bien préciser les choses. Voilà, donc une richesse dans ces domaines-là considérable. Alors, les exploitations de demain sont en train de se sont déplacés par rapport aux exploitations d'hier en France métropolitaine, j'entends bien, naturellement, puisque les possibilités sont grandes en Bretagne, dans le Massif central et sur une bonne partie des Pyrénées. Et donc les terres d'exploitation traditionnelles, elles sont un peu gommées. Je dis bien un peu, parce que
Oui, je ne l'ai pas dit cela, parce que dans nos anciens bassins miniers, il y a des possibilités, bassins charbonniers en particulier, il y a des possibilités pour l'avenir qui restent considérables. Je fais une petite parenthèse là-dessus, parce que dans le bassin minier du Nord-Pas-de-Calais, actuellement, on a commencé à utiliser de façon importante le gaz de mine. Le gaz de mine qui est un gaz spontané, qui sort des veines de charbon qui ont été exploitées et qu'il faut utiliser parce que si vous le laissez sortir, il peut avoir deux conséquences. La première, c'est la sécurité des populations. Et la deuxième, et on a découvert ça relativement récemment puisqu'il s'agit de méthane, eh bien, une pollution qui est de l'ordre de 80 à 90 fois supérieure par rapport au CO2. C'est vous dire donc que ce gaz doit être absolument exploité et il représente l'énergie de l'ordre de 400 000 habitants pour au moins encore quelque chose comme 300 ans, c'est-à-dire la durée pendant laquelle le bassin minier sera ennoyé. La montée des eaux est extrêmement lente, donc le gaz va dégager pendant longtemps. Et puis le deuxième secteur, je vois le maire de Forbach qui est là devant moi, eh bien c'est la Lorraine qui présente des aspects qui sont extraordinaires, puisque dans le bassin lorrain à Fauchevillers, eh bien on a la Française de l'énergie a fait des essais pour explorer les possibilités en gaz de couche ou de charbon, c'est-à-dire le gaz qu'on va chercher dans des couches de charbon qui n'ont jamais été exploitées et qu'on retire sans fracturation. Ça n'a rien à voir avec le gaz de schiste dont on parle régulièrement, sans fracturation. Et pour pouvoir conforter ce que les experts allemands et français avaient donné comme possibilité gazière dans ce secteur, ils ont fait appel à des chercheurs du CNRS de l'université de Nancy, qui sont donc venus voir quelles étaient les réserves de gaz de charbon existantes, qui ont d'ailleurs réalisé que c'était les mêmes que celles que les experts allemands et charbon avaient trouvées, mais avec deux autres éléments supplémentaires, c'est que le gisement de charbon, une fois que le gaz, que le méthane en soit soutiré, eh bien, pouvait permettre de l'injection de quelque chose comme 1000 fois plus de CO2 que dans les gisements habituels d'aujourd'hui. Alors ça, c'est la première révélation nouvelle révélation qui est intervenue. La deuxième, alors là, elle est stupéfiante. Elle est stupéfiante parce qu'en faisant ces recherches, ils ont découvert qu'à 1000 mètres de profondeur, il y avait de l'hydrogène natif. Je dis bien natif et pas l'hydrogène fabriqué, parce qu'aujourd'hui, en France et dans toute l'Europe, tout l'hydrogène que vous connaissez, c'est toujours de l'hydrogène fabriqué à partir d'une autre énergie. Et c'est pour cela que l'hydrogène est coûteux, parce qu'il est fabriqué à partir d'une autre énergie. Donc à 1000 mètres, ils ont trouvé 15 à 20% d'hydrogène natif, de l'hydrogène blanc, comme on l'appelle encore. À 2000 mètres, beaucoup plus, et à 3000 mètres, eh bien, on est à 95-98% d'hydrogène qui se dégage. Et curieusement, jusqu'à présent, je connais bien les deux chercheurs qui sont des gens extraordinaires, on ne sait pas véritablement d'où vient cet hydrogène. Il semblerait qu'il vienne de l'écorce, de la limite de l'écorce terrestre, et qu'il se fabrique à partir du noyau, c'est possible, et qu'il se dégage de cette manière-là depuis de très nombreuses années, peut-être des dizaines d'années, peut-être des siècles, peut-être encore davantage. Personne n'en sait rien.
Et le premier programme de recherche qui s'est appelé Régalore 1 est donc suivi aujourd'hui par un deuxième programme qui s'appelle Régalore 2. Et ces recherches continuent naturellement en Lorraine. Elles vont également sans doute avoir lieu également dans le bassin du Nord-Pas-de-Calais parce que la géologie de la Lorraine et du bassin et de notre bassin minier présente beaucoup de similitudes. Donc vous voyez, on a des perspectives dans nos anciens bassins et peut-être que dans le bassin de Monceau-les-Mines, de Saône-et-Loire ou d'ailleurs on pourra trouver les mêmes choses. Peut-être qu'un jour dans le Tarn ou dans la Loire, etc., on pourra peut-être trouver les mêmes choses. Tout cela, naturellement, mérite qu'on s'intéresse à cela. Et ce qui serait très important, c'est de pouvoir bénéficier donc d'énergies qui nous sont propres. Vous voyez, simplement l'exploitation du gaz de mine, voire demain du gaz de charbon, hein, eh bien, représente toute une série d'avantages pour les régions où c'est exploité. Mais ça représente aussi des avantages considérables, et je suis parfois désolé de voir qu'au plus haut niveau, on ne le voit pas, d'avantages considérables pour le pays tout entier, hein, parce que c'est un moyen de relever peut-être un tout petit peu la balance commerciale de la France quand on sait à quel niveau elle peut se trouver aujourd'hui. Donc exploitons ce qui est exploitable tout simplement dans notre pays. Voilà donc ce que je voulais ajouter sur ces sujets-là, c'est vous dire qu'à travers la recherche qui doit être accentuée dans tous ces domaines-là, on a sans doute beaucoup de perspectives pour notre territoire. Voilà ce que je voulais dire. Alors écoutez, la parole est donc maintenant à chacune et à chacun d'entre vous. Allez-y. Vas-y, Christopher Varin, hein, maire de Varangéville, donc exploitation salifère qui fonctionne. D'ailleurs, c'est un des rares endroits à Varangéville, si tu permets que je le dise, un des rares endroits où vous pouvez encore, le seul endroit d'ailleurs aujourd'hui où vous pouvez descendre au fond d'une mine. Bien, merci Président. Donc j'ai été invité aujourd'hui en tant que vice-président de l'ACOM France à parler devant vous aujourd'hui justement pour parler de l'expérience de Varangéville sur le sujet minier. Puisque la commune de laquelle je suis devenu maire en 2020 a été bloquée pendant 23 ans du fait de l'existence de sa mine de sel, puisque l'État refusait de nous autoriser à construire sur une zone où on n'est pas encore en PPRM. Donc il y avait le flou juridique de l'absence de ce plan de prévention des risques miniers. Et donc ça a donné la chute d'un projet de lotissement où on a construit 2 maisons sur un lotissement qui devait en accueillir 80. Et donc un promoteur immobilier a fait faillite à cause de la décision de l'État de nous interdire de construire à Varangéville sans prendre un acte administratif d'interdiction. C'est-à-dire qu'à chaque permis de construire, l'État nous freinait et donc repoussait dans leur retranchement les porteurs de projets jusqu'à l'abandon. Donc pendant 23 ans, la commune n'a cessé de reculer, puisqu'on est passé de 4400 habitants à 3600 habitants en quelques dizaines d'années. Et la valeur des maisons sur la zone qui était concernée était menacée. Et donc, avec mon prédécesseur, puisque, étant donné que, moi, j'ai que 38 ans, donc depuis 23 ans, ce dossier était bloqué. Moi, j'étais ado quand le problème est arrivé. Et donc, mon prédécesseur s'est battu pendant une vingtaine d'années contre des services de l'État qui rivalisaient d'ingénierie pour trouver des arguments nous empêchant de développer la commune. Et donc, il a fallu qu'on aille au tribunal administratif pour mettre l'État devant ses responsabilités. Et ma première sortie en tant que maire en 2020, ça a été d'aller au tribunal administratif et de faire perdre l'État face à ce tribunal administratif, puisque le tribunal a décidé d'annuler
le document que l'État appelait « Prescription en matière d'urbanisme à Varangéville ». Et l'État prétendait que ça ne faisait pas grief à la commune. On voit bien que quand on nous fait perdre autant d'habitants, ça pèse lourd dans notre développement. Et donc, sur la base de cette défaite de l'État en 2020, on a construit un plan local d'urbanisme en négociation avec les services de l'État qui étaient curieusement beaucoup plus réceptifs à nos arguments suite à ce passage au tribunal administratif. Et donc aujourd'hui, Varangéville, cette année, a été capable de délivrer le premier permis de construire depuis 23 ans sur la zone qui était concernée par les restrictions de l'État. C'est une mine de sel qu'on a à 160 mètres sous nos pieds. L'État prétend qu'en cas d'ennoyage, cette mine risque de s'effondrer, mais toutes les études prouvent que cette mine est stable et que si on maintient l'état de mine sèche, ce risque d'effondrement est absent. Et donc aujourd'hui, on a 2 lotissements qui sont prêts à sortir de terre à Varangéville grâce à l'aide de l'Association des communes minières de France et leur expérience. Et donc aujourd'hui, Varangéville a la possibilité de se redévelopper et de donner des perspectives aux autres communes minières de France. Ça, c'était le premier point que je voulais évoquer avec vous. C'est le redémarrage de l'urbanisme dans une commune minière quand on n'hésite pas à mettre l'État devant ses responsabilités. L'autre sujet, c'est la fiscalité minière. Le président Ksheda en a parlé. Aujourd'hui, le système de redevance est à la fois injuste, car trop faible, et obsolète. C'est-à-dire que ce système de redevance a été imaginé pendant la révolution industrielle, à l'époque où les ouvriers miniers vivaient dans la commune dans laquelle ils travaillaient, où les mobilités n'étaient pas les mêmes. Et aujourd'hui, le critère des 10 habitants pour toucher une part de cette redevance est devenu complètement obsolète. Varangéville a son exploitation minière, vous l'avez vu, on a les conséquences de cette exploitation minière et donc l'impact de cette exploitation. Et aujourd'hui, Varangéville est descendu en dessous de cette barre des 10 habitants, on doit être à 8. Et donc, une part de cette redevance ne nous est plus versée, mais est versée à d'autres communes du territoire qui n'ont pas d'exploitation minière et qui n'ont rien à voir avec cette exploitation minière, mais qui touchent cette redevance. Et donc, notre travail avec le président et avec l'association, c'est d'aller à Bercy pour leur faire comprendre cette obsolescence de la redevance des mines actuelle, pour pouvoir imaginer une fiscalité minière qui sera applicable aux futures mines. Parce qu'on ne va pas utiliser une redevance qui est obsolète pour mettre en place des modèles économiques nouveaux. Et donc, tout ce travail a déjà été amorcé au niveau de l'Assemblée nationale et au niveau du Sénat, mais c'est très compliqué de faire entendre à l'administration parisienne que le sujet des mines, ce n'est pas du passé, mais bien de l'avenir. Et donc, il a fallu refamiliariser les cabinets ministériels et l'administration avec ce système de redevance et donc leur faire comprendre qu'il fallait qu'on avance dans le bon sens sur le fait de régler ce problème d'obsolescence des critères. Notre volonté, c'est que les communes minières qui sont impactées par l'exploitation doivent pouvoir bénéficier à plein de cette redevance des mines. Voilà, c'est ce que je voulais dire, Président. Merci. Merci Christopher, bravo. Bien, sur ce plan, je vais vous... À Varangéville, on est allé devant le tribunal administratif. Le premier acte qui a été celui de l'Association des communes minières de France après sa création, ça a été aussi d'aller dans le Nord-Pas-de-Calais au tribunal administratif parce que ce qu'on nous réservait sur la fin de concession dans le Nord-Pas-de-Calais en 1993 était inadmissible. Et nous avons traîné le préfet de région de cette époque-là devant le TA, et le TA nous a donné raison, et c'est grâce à la raison qu'on a pu avoir là au TA de Lille que dans l'ensemble des autres communes du pays, on a pu faire progresser tout simplement les choses au moins au niveau de l'abandon de concession.
dans ce pays, on est obligé d'aller en permanence devant le TA, ce qui est coûteux et la plupart du temps inutile, parce que la plupart du temps, dans 90%, le TA nous donne raison. Le dernier exemple est celui de l'exploitation du gaz de charbon en Lorraine. La Française de l'énergie a dû traîner, après avoir patienté pendant plus de 3 ans, pour avoir, à la suite d'un permis d'exploration positif, pour avoir un permis d'exploitation. Et l'État, la ministre de l'énergie en particulier, Madame Runacher, ne voulait absolument pas entendre raison là-dessus. Et le tribunal administratif de Strasbourg, eh bien, il y a maintenant 1 an à peu près, eh bien, leur a donné raison. On est dans un pays où on doit toujours se battre, mais pour se battre, en plus de ça, il faut le savoir, c'est que ça coûte. Hein, tout ça, ça n'est jamais pour rien, parce qu'il faut avoir à ses côtés les avocats qui sont capables de défendre les différentes thèses qui peuvent être les nôtres et qui peuvent être celles de nos populations. Et je voudrais ajouter un autre exemple que je trouve absolument scandaleux. En 99, nous avons un code minier qui passe devant l'Assemblée nationale. Et j'y apporte un certain nombre d'amendements. Et un amendement était là pour créer une agence de prévoyance sur le risque minier dans le pays. Un EPIC. Cet amendement n'est pas accepté par le gouvernement, mais est accepté, écoutez bien, à l'unanimité par l'Assemblée nationale et ensuite à l'unanimité par le Sénat. Et comme j'en ai l'habitude, j'ai commencé à le faire avec Gérard, l'ancien ministre de l'Industrie de Lorraine, Gérard Longuet. J'ai toujours demandé qu'à chaque fois que l'on avait fini un débat parlementaire, que nous puissions suivre les décrets et donner notre accord pour que ces décrets qui suivent le débat parlementaire soient publiés. Je fais donc la même chose avec Christian Pierret, qui à l'époque est ministre de l'Industrie, et Christian Pierret, si vous voulez, accepte naturellement. Et le décret portant la mise en œuvre de l'agence n'est paru qu'en mars 2002, juste avant les élections présidentielles. Et ce décret donc, devait prendre effet à partir de juillet 2002. Il n'a pas pu être contrôlé au niveau de la mise en application de l'agence par l'Association des communes minières. On l'a confié à un maire du bassin ferrifère de Lorraine qui n'y connaissait rien. Et 3 ans après, le ministre de l'Industrie est venu me dire que sous la pression de son administration, il était obligé, si vous voulez, de mettre fin à cette agence qui avait été mise en place et qui aurait beaucoup servi les intérêts des populations des régions minières de ce pays. Et il m'a proposé la mise en place d'une commission, mais une commission, ça n'a rien à voir avec un établissement public, un EPIC comme l'EPIC sur lequel l'agence reposait. C'est vous dire à quel point nous sommes toujours gouvernés par le sommet de ce pays qui fait fi des populations et de leurs intérêts au niveau régional. Et donc les ordonnances dont je parlais tout à l'heure, eh bien, elles se trouvent très exactement dans le même fil. Voilà. Voilà ce que je voulais simplement ajouter en remerciant Christopher de ce témoignage extrêmement intéressant. Alors allez-y, hein, s'il y a d'autres interventions dans la salle, allez-y. Monsieur le maire de Salsigne, je crois. Hein. Lui, je le vois à peu près, mais il y a beaucoup de gens, je ne vois pas leur tête là dans la salle. Je suis vraiment embêté. Il n'y a personne. Ah bon. C'est un maire du Var qui me dit ça. Vas-y.
Prends le mien. Prends le mien sans rien toucher. Oui. Merci Jean-Pierre, bonjour à toutes et à tous. Donc Stéphane Martas, le maire de Salsigne dans l'Aude, ravi d'être entre nous là, ce matin. Moi c'est plus vous faire part d'un témoignage, d'un ressenti, d'un vécu sur notre territoire. C'est parler de la post-mine, quoi. C'est vrai que on entend parler de... Chez nous, on est loin de ça, on est vraiment dans tout ce qui reste de l'exploitation minière et là de l'exploitation aurifère. 2004, fermeture soudaine de la mine après multiples repreneurs. Et depuis, en fait, ça fait 20 ans, on retrouve des autochtones qui ont tendance en majorité à nier les effets négatifs de l'exploitation minière. D'autre part, on a des néo-arrivants qui pointent ces effets négatifs sur la santé et se greffent donc des associations qui prennent de l'ampleur. L'État, voilà, la préfecture, et donc en fait nos communes sur le bassin et sur cette vallée essayent donc d'avancer, de monter des projets au niveau de la jeunesse, de développer, au niveau aussi de l'urbanisme, où c'est vrai on n'a pas les problèmes que vous pouvez rencontrer là, qui ont été évoqués tout à l'heure. Et du coup, quand on a l'impression d'avancer, après on a des articles permanents. Il faut savoir que tous les mois, on a un article, une page, pollution dans la vallée de l'Orbiel, voilà, la mine de Salsigne. En fait. Donc, du coup, nous, commune de Salsigne, on se retrouve étiquetés comme, comme quoi l'eau n'est pas bonne, on ne peut pas venir, les enfants, la cour de l'école, enfin tout ça. C'est lassant, c'est difficile à vivre d'être pointé du doigt comme ça en permanence. Voilà. Merci à M. Barthès, le maire de Salsigne. Oui, allez-y, madame. Ah bah ici, ça marche. Bon, c'est tant mieux. À propos de Salsigne, je voudrais ajouter un petit mot. Il y a 4-5 communes qui sont concernées. Hein. Et ce qu'on oublie toujours, si vous voulez, c'est qu'il y a les terris de Salsigne, on va les appeler comme ça, même s'ils ne sont pas pointus, ils sont plats, hein, qui sont naturellement dans lesquels il y a du mercure, il y a du, comment ça s'appelle, le poison, de l'arsenic. Oui, alors je voudrais attirer l'attention de tout le monde là-dessus, parce qu'il y a du mercure et de l'arsenic, c'est vrai. Mais seulement, moi j'ai découvert un jour, en allant faire un tour donc dans l'Aude, que le département de l'Aude, figurez-vous, il y a de l'arsenic, c'est vrai. Pour traiter l'or, il faut de l'arsenic, du mercure. Hein. Mais j'ai découvert que le département de l'Aude, pendant très longtemps, a été, écoutez bien, le département, ça n'a rien à voir avec l'or, etc. Le département, pendant longtemps, a été le premier producteur d'arsenic du monde. Le département. Hein, ce que j'ignorais naturellement totalement. Parce que l'arsenic, si vous voulez, excusez-moi, fait partie de la géologie de nos contrées, comme l'uranium, avec les inconvénients de l'uranium quand vous l'avez en Haute-Vienne ou dans le département de l'Hérault, voisin de l'Aude, etc. Hein. Donc ça, et aussi, il faut le prendre en compte et non pas toujours tirer à boulet rouge en direction de communes qui n'y peuvent rien hein, si elles sont installées dans des secteurs comme cela. Allez-y, madame, venez. Bonjour à tous. Excusez-moi, je suis arrivée un petit peu en retard.
Voilà, moi je suis Marie-Françoise Nadeau, je suis maire de Parentis-en-Born dans les Landes et nous avons du pétrole à Parentis, exploitation depuis 70 ans, nous avons fêté nos 70 ans, je dis bien nous parce que contrairement à ce que vient de dire monsieur, effectivement notre territoire, nous avons vécu. Moi, je n'ai pas 70 ans encore, mais moi, j'ai toujours connu le pétrole à Parentis et le pétrole est lacustre. Ce qui veut dire que sur le lac, vous avez des puits, des plateformes pétrolières. C'est une commune également touristique, donc on voit bien que cette industrie lourde eh bien, peut cohabiter avec le tourisme et ça ne pose pas de problème. Le problème que nous avons, nous, alors il faut savoir que il y a 26 ans, c'est Vermillon qui a récupéré société canadienne qui a récupéré les acquis des SOREP, qui était le premier à exploiter ce pétrole à Parentis. Ce sont des puits qui sont en fin de vie, qui correspondent quand même parce qu'on a du pétrole à Parentis, on en a aussi à Lac et il y en a aussi dans le bassin parisien. Et ce sont des puits donc à fin de vie et Vermillon, société canadienne, est spécialisée justement dans cette exploitation-là. Et il faut savoir que la loi Hulot est arrivée. Donc nous nous sommes opposés à la loi Hulot, effectivement, avec les moyens que nous avions. Donc elle doit accompagner, malgré tout, il y a une deuxième phase, arrêt de la production, de la prospection, mais aussi il y a reconversion des puits. Et là, c'est là que nous nous heurtons à la problématique que jusqu'à présent, l'État ferme la porte à l'exploitant. Il faut savoir que nous avons de l'hydrogène. Alors, ce n'est pas de l'hydrogène vert, certes, mais on a des possibilités de reconversion, justement, et un projet est en cours. Et donc, la société se démène et se bat pour, effectivement, obtenir toutes les autorisations, et Dieu sait s'il en faut, nécessaires pour pouvoir faire une expérimentation sur cette exploitation et sur cet hydrogène. Voilà. Donc, je voulais faire ce témoignage qu'on peut... Alors, effectivement, à l'extérieur de Parentis, nous avons des associations environnementales qui s'agitent. Hein, je dis bien c'est de l'agitation, parce qu'il faut savoir, et quand je dis que ce n'est pas un gros mot, de dire que c'est une société qui est très engagée dans le développement durable, puisque avec l'eau chaude qui est sortie des puits, il y a de la géothermie qui permet de chauffer des serres de tomates. Alors, les serres de tomates, les tomates sous serre, ce n'est pas non plus écologique, j'entends bien. Mais là, on a vraiment quelque chose de très vertueux. Et en Gironde, au sud Gironde, à la Teste, eh bien, ils chauffent, des puits sont prêts et ils chauffent un quartier. Il y a un écoquartier chauffé par l'eau chaude. Et voilà, donc je voulais témoigner de ça et je voulais savoir également qu'est-ce qu'on peut... Alors, je ne savais pas, je l'ignorais. C'est très mal que votre association existait. Et moi, je voulais savoir quel levier. Alors, la société travaille, c'est de s'appuyer sur les parlementaires. Mais c'est vrai qu'on est face à un politiquement correct qui, voilà, le pétrole, c'est Satan. Et pourtant, un baril, parce qu'en 2040, on aura encore besoin de pétrole. Peut-être pas que pour les voitures, mais pour tout ce qui nous entoure aujourd'hui. Je pense que sans pétrole, on ne serait pas assis, vous n'auriez pas ce pitre-là. Et que effectivement, cet arrêt de l'exploitation, c'est aussi un non-sens écologique, puisque un baril de pétrole importé, c'est 3 fois plus de gaz à effet de serre. Donc, on marche complètement sur la tête. Et donc, Parentis, nous soutenons à 200% notre exploitation pétrolière. On soutient d'autres choses aussi politiquement pas correctes, comme la corrida, mais ça, c'est un autre débat. Merci beaucoup, madame. Merci beaucoup pour ce témoignage intéressant. Nous, pendant longtemps, nous avons eu d'abord l'adhésion, si vous voulez, à l'association des communières de la ville de Pau, parce que le maire de Pau, André Labarrère, à l'époque, estimait qu'il devait être à l'association tout simplement parce qu'il était le siège d'Elf-Aquitaine, hein, et dont dépendait peut-être Parentis-en-Born d'ailleurs.
Mais dans les Landes, il y a Parentis et pendant longtemps, nous avons eu également un adhérent que vous connaissez peut-être, qui se situait au niveau d'Argenx, hein, où il y avait des mines de charbon. Alors là, par contre, non pas du charbon du primaire, mais du charbon du tertiaire, c'est-à-dire de la lignite, le même charbon que celui qui est exploité aujourd'hui en Allemagne, hein, et sans complexe d'ailleurs, hein, par rapport aux normes environnementales. Je le dis ici au passage pour qu'on le sache bien. Hein, et pendant ce temps-là, nous, on nous fait des procès, si vous voulez, pour notre industrie nucléaire. Hein, il faut le savoir. Et donc, pour le pétrolier, c'est vrai. D'ailleurs, il faut exploiter le pétrole, on est dans la période de transition. C'est ce que certains ont déjà oublié. On n'est pas, si vous voulez, sur une nouvelle économie énergétique, on est dans la période de transition. On passe des énergies fossiles à des énergies plus propres. Encore que, vous savez, hein, quand je connais le bilan CO2 des éoliennes, par exemple, eh bien, je sais également, d'après tous les spécialistes que je connais dans ce domaine-là, qu'il est à 50-50, c'est-à-dire qu'en fait, il est neutre. Hein, il est neutre, ça nous apporte pour le moment en tout cas pas grand-chose. J'espère que demain, ça s'améliorera, hein, pour que le bénéfice de tout le monde. Donc, vous n'hésitez pas, nous serons à vos côtés pour le combat que vous avez à mener sur Parentis en borne avec beaucoup d'ardeur et en même temps de plaisir. Voilà. Hein, voilà. Hein, parfait. Monsieur le maire de Cabas, lui je le connais, il est un peu de ma région aussi, même s'il est aujourd'hui du Var. Bonjour, maire de Cabas et président de l'Interco. Et vous avez dit, Madame le maire, on marche sur la tête. Je le dis aussi aujourd'hui, je suis membre de la FNSEA. Donc on marche vraiment sur la tête à plusieurs titres. Voilà, on a parlé de l'après-mine, on parle aussi des mines futures. Juste une petite expérience, nous on est sur le bassin minier, on a fermé le bassin de la bauxite, pardon, on a fermé en 1990. On n'a toujours pas fini de faire notre après-mine, toujours pas. Hein. On essaye de développer, on essaye de faire. On a des petits soucis en France, c'est qu'on a un gros souci en France, c'est pas un petit souci, c'est qu'on a un État qui est totalement schizophrène. On a un État qui nous dit qu'il faut industrialiser, on a un État qui dit qu'il faut se développer, on a un État qui vient de dire, il n'y a pas longtemps, qu'il fallait ouvrir des mines pour les métaux rares, etc. Mais de l'autre côté, on a toutes ces agences qui commencent par un A, hein, je veux dire l'ARS, et en faisant exprès de mettre une apostrophe, l'Adréal. Attention, c'est un jeu de mots. Voilà, pour vous dire qu'à un moment donné, ça ne marche pas. Hein, ça ne marche pas parce qu'à partir du moment où on essaye de faire quelque chose, on vous dit faites-le. Mais derrière, tout est fait pour qu'on ne le fasse pas. Et je fais, nonobstant en plus, les problèmes de toutes ces associations environnementales qui pullulent, qui n'ont aucune représentativité, mais qui ont plus de poids que certains maires. Ça, j'en suis persuadé. Et je vais vous donner une petite anecdote très très récente concernant ma commune. Nous étions réunis à la préfecture concernant ce qu'on appelle les mares temporaires. C'est-à-dire ce sont des choses où il y a de l'eau pendant l'hiver, pendant l'été ça sèche. Il y a un développement biologique très intéressant d'ailleurs. Nous étions réunis, des maires, des représentants d'exploitation agricole, le préfet et l'agence de la biodiversité, bien sûr, les agents. Et arrive un gabarit qui sait, il était là. Bah, il était là, il s'est mis au bout de la table, on était une dizaine. Et à la fin, je me suis permis de demander, mais monsieur, vous êtes qui? Parce qu'on n'a pas fait de tour de table. Il me dit, je suis l'association Résilience, nous travaillons sur la biodiversité. Ah, intéressant, oui, très bien, très très bien. Donc il a pris la parole comme tout le monde, etc. Et j'ai demandé au préfet, je lui ai dit, mais qui c'est qui l'a invité? Ah ben je crois que c'est l'Adréal. J'ai demandé à l'Adréal, qui l'a invité? Ah ben c'est nous, parce qu'ils nous ont appelés et ils étaient intéressés. Ah bon? Mais il représente qui le mec? Il représente personne. Personne. J'ai regardé, ils sont 10 dans l'association, sur tout le département, et le mec, il a accès à la préfecture, alors que moi, des fois, j'attends 6 plombes pour avoir accès au préfet. Alors, il y a des fois, je vous le dis, on marche sur la tête. Donc, tant qu'on sera avec un État totalement schizophrène, ça ne marchera pas. Moi, je vous le dis, il faut mettre les panneaux à l'envers. Camarades, luttons. Luttons, voilà. Allez-y, monsieur le maire de Nouvelle-Calédonie. Vous êtes dans le nord, dans le sud? Monsieur le Président, merci. Je suis dans le nord de la Nouvelle-Calédonie. Donc, c'est vrai que
la voix des communes minières de France, malgré qu'on soit outre-mer, c'est aussi la France. Voilà, donc on a nous, de l'exploitation minière en Nouvelle-Calédonie, mais avec des formes différentes que celles de métropole, puisque nous, la Nouvelle-Calédonie, les mines, c'est la Nouvelle-Calédonie qui gère les mines et les provinces qui donnent leur aval. Et les communes, on a, nous, un conseil communal minier, mais simplement pour veiller aux bonnes pratiques et aussi publier les enquêtes d'appel d'offres, d'enquête de Komodo et Incomodo. Voilà. Donc on a une situation un peu différente que chez vous. Donc les retombées fiscales, c'est la Nouvelle-Calédonie. Les communes, pour l'instant, n'ont aucune retombée fiscale puisqu'on a une fiscalité qui n'est pas propre aux communes. C'est une fiscalité qui est solidaire. Donc tout tombe dans un pot commun et 16% de toute l'économie, des recettes fiscales reviennent aux communes. Donc elles sont partagées entre les 33 communes. 16%. Voilà, donc c'est vrai que le nickel en Nouvelle-Calédonie, c'est 150 ans d'histoire. Mais le code minier en Nouvelle-Calédonie, on l'a mis en place 136 ans après. Donc ça veut dire qu'on a exploité des mines à des moments donnés, sans règles, en mettant tout ce qu'on décapait en décharge dans les cours d'eau, etc. Donc on a eu beaucoup de pollution minière. Et c'est vrai que le code minier et le code de l'environnement maintenant permet, et c'est pour ça que je pense qui est intéressant par rapport à notre expérience, c'est qu'aujourd'hui, ce code minier et ce code de l'environnement permet quand même la protection de notre île, parce qu'il ne faut pas oublier qu'on est sur une île. Donc directement, quand il y a de la pollution, ça va dans la mer. On a des récifs qui sont classés au patrimoine mondial de l'UNESCO, mais en face, chaque commune où il y a de l'exploitation minière, le récif n'est pas classé. Voilà, c'est comme ça que ça se passe. Donc aujourd'hui, nous, les communes de Nouvelle-Calédonie, dont j'étais venu vous rencontrer il y a quelques années, parce qu'on voulait nous aussi adhérer à l'association. Alors pourquoi? Parce que aujourd'hui, la première mine qui va être fermée en Nouvelle-Calédonie, ça va être sur ma commune. Aujourd'hui, on n'a pas eu de fermeture de mine encore, puisqu'on a pu exploiter le nickel avec même des baisses de pourcentage. Mais aujourd'hui, j'ai une mine qui va se fermer. Aujourd'hui, peut-être contrairement à la métropole, les exploitants sont obligés de mettre une caution depuis 2009, depuis le code. Donc ils mettent une caution pour après remettre en état la mine et revégétaliser. Pour les exploitations qui ont eu lieu avant 2009, il y a ce qu'on appelle un fonds nickel qui est abondé par la fiscalité et qui va permettre de remettre en état les sites qui ont été exploités il y a quelques années et notamment faire de la revégétalisation sur sites miniers. Voilà un petit peu, mais le nickel en Nouvelle-Calédonie, c'est 16 000 emplois sur 270 000 habitants, c'est 16 000 emplois. C'est un ouvrier sur 4 qui travaille pour la mine en emploi direct ou indirect. Voilà un petit peu la situation. Donc c'est vrai qu'aujourd'hui, avec, vous savez tous, les événements que l'on a connus en Nouvelle-Calédonie, donc on a une grosse baisse, mais on avait été impacté déjà par le problème du nickel, parce que l'Indonésie, soutenue par la Chine financièrement, ont fait chuter les cours du nickel. Et aujourd'hui, sur l'île, nous avons trois métallurgistes. Sur les 3, il y en a un qui a fermé. Il y en a un autre, je vais dire, qui est dans le coma. Et le 3e, il est sous perfusion. Voilà. Et le 3e qui est sous perfusion, c'est l'ASLN, qui était du groupe Eramet, donc avec aussi des financements d'État. Voilà un petit peu la situation en Nouvelle-Calédonie. Mais il faut surtout faire très attention, c'est à la protection de l'environnement. Et aujourd'hui, on est en train de regarder, on a mis un code en place. Et avant toute ouverture de mine, on a une obligation, l'exploitant a une obligation de faire plusieurs études
Et surtout, ce qu'on a remarqué ces derniers temps, c'est ce qu'on demande aux entreprises, c'est le RSE, la responsabilité sociétale des entreprises. Pourquoi? Parce qu'il faut aussi tenir compte des endroits où on va exploiter, parce qu'il y a des endroits où on exploite où il y a des villages, mais il y a aussi des tribus qui sont impactées. Hein, et donc on est obligé de tenir compte. Et aujourd'hui, certaines mines ont été saccagées en Nouvelle-Calédonie parce que justement, à une époque, on n'a pas respecté l'environnement, on n'a pas respecté les habitants. Et ça, quelques années après, tout à l'heure vous parliez de ces associations qui sont pour la protection de l'environnement, etc. On a les mêmes choses chez nous maintenant, hein, puisque on est aussi, malgré qu'on soit loin, ça arrive chez nous. Voilà, mais voilà, donc on a, et nous les maires des communes minières, la seule chose que j'ai pu faire, moi, jusqu'à présent, c'est de passer un contrat avec la SLN, c'est-à-dire la plus grosse mine qu'il y a chez moi, pour pouvoir faire des financements sur des infrastructures publiques. Et ça a été un partenariat que j'ai monté, que j'ai signé, à peu près de 900 millions de francs CFP. En euros, ça fait un peu de sous. Mais voilà, c'est pour faire une médiathèque, pour refaire l'école, pour refaire de l'adduction d'eau, etc. Voilà le témoignage que je voulais vous apporter aujourd'hui et vous dire, Monsieur le Président, je pense qu'on va adhérer à votre association pour qu'on puisse être plus fort. Merci. C'est nombreux et tous ensemble qu'on est les plus forts, effectivement. Merci beaucoup, monsieur le maire de votre commune de Nouvelle-Calédonie. C'est vrai qu'on s'était rencontrés il y a une dizaine d'années, je crois. Hein. Et j'excuse d'ailleurs au passage des représentants, puisqu'on parle d'outre-mer, là, des représentants de la Guyane qui devaient être présents également ce matin ici, mais à la dernière minute, ils ont été ils sont en train d'être reçus par la ministre de l'Énergie, semble-t-il. Donc, tant mieux pour eux. Peut-être que les choses progresseront grâce à cela. Venez ici, s'il vous plaît, pour intervenir, chère madame, que je devine simplement. Alors, vous vous présentez, s'il vous plaît. Merci. Bonjour, Élodie Lefloc, je suis maire d'une commune du Morbihan. Donc commune sur laquelle on a appris en début d'année qu'il y avait une demande d'exploration minière qui avait été déposée. Donc moi je suis très surprise parce qu'en fait on s'attendait justement à ce que vous abordiez les nouvelles formes, parce que c'était le thème, voilà, les nouvelles formes d'exploitation minière, un enjeu pour les communes. Nous on était vraiment là-dedans. Là on a entendu vos différents témoignages, mais plus sur des exploitations en cours ou passées. Nous on est encore au stade de l'exploration. Une demande de permis simplement. Nous, le conseil municipal a émis un avis défavorable par rapport à cette demande. Et en fait, on est plutôt en attente d'informations. Ce qu'on a pu entendre sur les impacts des uns et des autres, ça ne nous rassure pas vraiment. Voilà ce que je souhaitais dire sur la place que les élus ont. On a été prévenu par un oui transfert. On nous a adressé un dossier. La préfecture nous a envoyé un dossier en nous disant voilà, qu'il y avait eu un permis déposé avec une cartographie. On voyait un périmètre. On est 4 communes concernées. Mais à aucun moment, le conseil municipal, dans le code minier, a une place dans la procédure. Et ça, donc je me demandais si au niveau de votre association, vous défendiez également ça, parce que vous êtes sur des communes qui sont déjà concernées, puisque nous, on est encore en amont, et on espère bien que ça n'ira pas au-delà. Mais l'idée, c'est aussi de se dire comment c'est possible. On mène des politiques, nous, sur notre territoire de protection de l'environnement. On est vraiment très actifs à ce sujet, et sans nous, alors qu'on représente quand même nos habitants, sans nous, en fait, tout se fait sans une information vraiment correcte, je trouve. Donc, on a demandé au préfet à pouvoir s'exprimer, on a délibéré. Mais maintenant, on sait que dans la procédure, on n'a pas de place autre qu'un vœu, finalement, qu'on a émis.
Donc je ne sais pas si, parce qu'on sent que même pour l'après, vous avez du mal à vous faire entendre aussi auprès de l'État. Ben, nous, même en amont, aujourd'hui, on n'est pas concernés alors qu'on va nous demander nos avis sur des sujets qui sont bien moins impactants pour nos territoires que celui-là. Donc on trouve que ce n'est pas normal. Voilà. Donc c'est une mine de l'exploration. Exploration minière, oui. Alors c'est porté par une société canadienne également. Sur quel alors il y a toute une liste. Ah bon. Lithium, or, voilà. Bien. Je demandais à Madame le maire quels étaient les minéraux susceptibles d'être exploités. Donc il semblerait que c'est du lithium, de l'or et d'autres minéraux également. Alors pour vous répondre très clairement, chère Madame, je vous dis que nous sommes en désaccord complet, mais complet avec la loi climat qui à travers 2 paragraphes, règle le problème de minier. Et le 2e paragraphe renvoie pour l'essentiel des questions minières à des ordonnances, c'est-à-dire à des textes qui sont pris par les hauts fonctionnaires de l'État sans aucune consultation avec les collectivités, avec les associations. J'ai demandé au président de la République à l'époque d'arranger ces choses-là, de nous laisser la place de la concertation. Il est intervenu. Mais vous savez quelle est la concertation dont on bénéficie? Je vais vous le dire. À chaque fois qu'il y a une ordonnance qui paraît, eh bien on nous envoie l'ordonnance le premier du mois, par exemple, hein, et on doit rendre un avis pour la fin du mois. En 30 jours, dans des textes extrêmement compliqués, nous, petites structures, ça nous est impossible de le faire. En plus de ça, l'administration, vous savez, a du génie dans ces domaines-là. Vous savez quand est-ce qu'ils nous envoient les textes? Ils nous envoient les textes souvent au moment des vacances de Noël et de fin d'année, hein, ou bien pendant les grandes vacances d'été. Hein. Donc de cette façon-là, on n'a pas non plus, et puis on n'a pas les moyens juridiques de suivre tout cela, parce que c'est à la virgule près que tout cela se décide. Hein. Et donc c'est pour cela que nous sommes en combat permanent par rapport à l'État, puisque les associations, les communes, etc. n'ont pas leur mot à dire. Aujourd'hui, c'est la structure pyramidale et le sommet de la pyramide qui décide pour l'ensemble des citoyens français. Et c'est pour cela, entre nous, que le pays va si mal que ça. Hein? Eh oui. Allez-y, venez ici, s'il vous plaît. Bonjour, Sandra Rimé, je suis secrétaire générale d'une organisation professionnelle qui s'appelle Minéraux Industriels France, donc c'est le code de l'environnement, c'est les carrières. Donc je m'étais rapprochée de votre association puisque je trouve que c'est assez intéressant. Nous, les minéraux industriels, c'est la silice, le kaolin, l'andalusite, donc en Bretagne. Voilà, c'est des minéraux qui intéressent pour leurs caractéristiques physico-chimiques. Les filières aval, hein, la silice, les sables pour le verre, vous voyez. Et donc je voulais juste vous répondre, parce qu'en fait ce qui me fait un peu mal au cœur aujourd'hui, c'est que je pense que vous êtes confrontés, les dirigeants, les élus des collectivités, à une énorme méconnaissance de nos métiers. Je rappelle que mines et carrières, c'est la même chose, hein. Sauf que les mines, juridiquement et administrativement, c'est des concessions et c'est le code minier. Les carrières, c'est le code de l'environnement et on gère tout du début à la fin. Et je voulais juste rappeler, je comprends que vous soyez inquiète, vous recevez quelque chose comme ça de la préfecture, mais au niveau du permis, alors moi je suis une spécialiste du code de l'environnement, pas du code minier, puisque c'est les substances de mine, c'est pas dans les minéraux industriels, on est substances de carrière. Et un permis, c'est juste en fait une prospection, une exploration, voir si oui ou non il y a une concentration. Techniquement, c'est des forages qui ont cette taille-là. Alors avec des scies, vous savez, on va pas avancer. Après, c'est des choix aussi, c'est-à-dire qu'aujourd'hui, est-ce que vous êtes dépendant de la Chine qui envoie, attendez, je finis, qui envoie des produits avec des substances préoccupantes qu'on ne connaît même pas.
la fabrication française européenne a quand même, alors ok, on croule sous les normes, hein, du côté industriel, on s'en sort pas, hein. Il y a encore un article aujourd'hui des Échos qui dit que partout ça ferme, mais si vous faites pas un effort, enfin déjà la société canadienne pourrait peut-être faire un effort pour aller rencontrer les communes ou les intercos. Je vous rejoins, mais après, nous aussi côté industriel, on est quand même entre guillemets un peu victime de ces difficultés administratives, de tout ça, et on est industriel, on aime la concertation. Mais il y a aussi le fait que l'industrie en France, ils font presque plus, enfin, dans l'extraction et la transformation, on fait plus beaucoup de marge. On est vraiment une frange où on en parle beaucoup, mais en fait, juste un exemple, les carrières de silice en 2013, il y en avait 68. Silice, donc c'est moule pour les fonderies, verre, traitement de l'eau potable. En 2023, il n'y en a plus que 34. Donc il y a un moment, je pense qu'il faut se rapprocher industriels et collectivités. Nous, on est en train de faire ça au niveau des têtes de réseau des collectivités, mais il faut absolument qu'on discute ensemble comment on travaille, etc. et qu'on assure un peu, qu'on fasse un peu de pédagogie sur les carrières, enfin l'extraction d'aujourd'hui. Mais je vois que ça n'a pas l'air de vous convaincre. Voilà, je voulais juste compléter, dire le côté industriel, comment... voilà. Non, mais l'intervention de madame, de ces deux dames est extrêmement intéressante parce qu'elle met en valeur, si vous voulez, le fait qu'il doit y avoir concertation, qu'il doit y avoir discussion. La discussion peut déboucher naturellement sur la négation de la mine de demain, comme elle peut déboucher sur la possibilité de la réaliser. Mais ce qui est incroyable dans ce pays, c'est qu'on ne puisse plus se parler les uns les autres. Et c'est ça qu'il faut remettre à l'ordre du jour, tout simplement. Alors, avant vous, il y a M. Cafaro qui m'a demandé la parole. Hein ? Monsieur le maire. Merci Monsieur le Président, Mesdames, Messieurs, bonjour. Alors sans transition, j'aimerais vous parler d'après-mine, puisque ça a été évoqué à la fois par le Président et par un certain nombre d'entre vous. Vous savez que l'après-mine sur nos territoires n'est pas évident à gérer et souvent, et le Président l'a évoqué, lorsque les exploitations de charbon s'en vont, eh bien l'État ne compense pas la perte que représentent ces exploitations de charbon d'un point de vue économique, d'un point de vue social, d'un point de vue environnemental. Et nous en avons un parfait exemple en Moselle. En Moselle, évidemment, l'industrie est notre histoire, puisque nous sommes sur un sol qui est riche en fer, riche en charbon. Donc c'était évidemment un territoire extrêmement industriel. Mais nous tenons aussi à ce que l'industrie soit notre avenir. Et c'est tout à fait possible. Et avec le travail qui a été engagé, avec aussi, il faut le dire, notre positionnement géographique privilégié au cœur de l'Europe, à côté de l'Allemagne, à quelques encablures du Luxembourg, eh bien, la reconversion économique, la reconversion industrielle du territoire a été enclenchée. Preuve en est, nous avons aujourd'hui 15% de nos emplois qui sont des emplois industriels en Moselle, grâce à cette réindustrialisation, grâce à ce positionnement géographique, grâce au travail d'attractivité qui a été mené. Mais si nous souhaitons aller plus loin et véritablement achever cette reconversion économique, achever cette réindustrialisation du territoire, nous avons besoin, et c'est aussi un sujet que vous avez évoqué, Monsieur le Président, d'exploiter de nouvelles énergies. Vous avez évoqué le gaz de mine, vous avez évoqué l'hydrogène. Il y a évidemment encore d'autres opportunités et ces opportunités se présentent à nous. Et je pense que c'est bien que nous puissions avoir ces moments d'échange et ces moments de concertation avec les maires parce que je constate que souvent nous nous heurtons aux mêmes difficultés et que souvent nous nous heurtons à la lenteur de l'administration française, à la lenteur des services de l'État. Alors j'aurais peut-être quelques exemples à vous donner sur les opportunités qui s'offrent à nous sur les nouvelles énergies. Le premier, à Sarreguemines en Moselle, nous allons accueillir d'ici quelques années la première usine de production de panneaux solaires en Europe, Holosolis, qui va créer sur le territoire près de 2000 emplois. Deuxième exemple, nous allons avoir une centrale de production d'hydrogène à Carlin, à proximité de Saint-Avold. Je sais que vous avez rencontré hier le maire de Saint-Avold, Monsieur le Président. Et ce qui va faciliter cette production, l'acheminement de l'hydrogène, c'est qu'il y a aujourd'hui, et c'est unique en Europe, voire unique au monde, un consortium germano-franco-luxembourgeois
qui est en train de construire un gazoduc, et ce gazoduc va pouvoir alimenter en hydrogène l'ensemble des industries de Moselle, de Sarre et du Luxembourg. Et enfin, troisième opportunité extrêmement intéressante pour le territoire, c'est aussi un sujet que vous avez évoqué, c'est l'hydrogène blanc. Parce que oui, nous avons constaté grâce au programme Régalore financé par la région Grand Est, nous avons trouvé sous les sols mosellans et meurthe-et-mosellans de l'hydrogène blanc ou de l'hydrogène natif, ce qui était évidemment une opportunité tout à fait intéressante. Parce que d'après les premières investigations, nous avons sous les sols mosellans et meurthe-et-mosellans entre 45 et 60 millions de tonnes d'hydrogène blanc, ce qui représente 4 fois la consommation mondiale d'hydrogène aujourd'hui. Donc c'est une opportunité sans précédent. Et vous l'avez évoqué aussi, nous sommes en train de poursuivre cette investigation avec Régalore 2, toujours financée par la région Grand Est. Mais là, Monsieur le Président, je compte sur vous. Parce que pour pouvoir poursuivre Régalore 2 et pour pouvoir constater qu'effectivement, à 3000 mètres sous le sol, nous avons 90% d'hydrogène, eh bien, nous avons besoin évidemment de poursuivre ces investigations et nous nous heurtons, je le disais, aux lenteurs de l'État pour poursuivre. En tout cas, c'est très important parce que, premièrement, cela va permettre d'accélérer la décarbonation de notre industrie et donc par ricochet d'améliorer la compétitivité de notre économie et de nos industries. Et puis, je pense aussi que ça va permettre de renforcer l'attractivité du territoire. Donc, merci pour votre soutien, Monsieur le Président. Merci, Monsieur le maire de Forbach. Oui, alors le dernier intervenant, parce que malheureusement, vous voyez, il est 11 heures. Et il y en a d'autres qui vont occuper cette salle et qui sont déjà en train d'attendre à la porte. Allez-y, monsieur. Bonjour, donc moi, Laurent Duval, je suis maire voisin de Élodie. Et je vais juste apporter une petite précision, c'est qu'en fait, même sur le même territoire, on peut ne pas partager complètement les mêmes analyses. Moi, a priori, titre personnel, je suis pour le permis d'exploration. Ça me semble même très très important en matière de connaissances. Moi, j'ai besoin de savoir ce qu'il y a sous notre sol. Par contre, c'est vrai qu'on a été un petit peu... on va dire trompé, on va dire par le titre de la conférence, parce que nous on était vraiment sur les nouvelles formes d'exploitation minière et surtout on voulait savoir exactement est-ce qu'il y avait quelque chose qui pouvait amener quelque chose qui était sensiblement rassurant, on va dire, pour nous nouveaux maires, parce que même si on n'est pas tout à fait sur la même phase, moi pour l'instant je suis capable de suivre ce premier jet d'exploration. Ça me semble encore une fois vraiment indispensable, parce que moi je ne supporte plus de savoir où sont produits et dans quelles conditions sont produits les métaux rares et puis tout ce qu'on récupère un peu de partout. Par contre, j'ai besoin de savoir, pour suivre jusqu'au bout le processus et surtout pour ne pas me retrouver, déjà pour l'expliquer à la population et pas me retrouver face à l'État à un moment donné, savoir si vraiment on a une solution pour avoir des mines qui à un moment donné seront propres. Alors là, on a eu des retours d'expérience qui font un peu peur parce qu'on a l'impression que c'est vrai, mais on est sur des exploitations et des mines qui ne sont pas les mêmes. En fait, nous, on est vraiment parti sur des métaux rares, en tout cas c'est comme ça qu'on nous l'explique, des choses dont on aura besoin pour l'avenir. Voilà, vous êtes plutôt sur des fins de chantier, des fins de mines, avec des problématiques qui ne sont pas les mêmes. Nous, on essaye de nous expliquer, on a essayé de nous expliquer en tout cas avec la société canadienne, qu'ils étaient capables de faire des mines propres. C'est ça que je voulais entendre aujourd'hui, on ne l'a pas entendu, mais est-ce qu'on est capable de faire des mines propres? Propres complètement, on sait très bien que ce ne sera pas possible. Il y a toujours de toute façon quelque chose, un impact, même si les mines, il y a un impact, mais on a besoin de savoir exactement, est-ce qu'on est capable de suivre dans la deuxième phase de permis après un État, ou est-ce qu'on devra se retrouver avec des associations et avec les citoyens à défendre notre territoire contre ce genre de projet? Voilà. Alors, moi, je vous ai répondu, si vous voulez. Oui, s'il vous plaît. Oui, je vous ai répondu tout à l'heure, puisque je vous dis qu'en permanence, nous sommes en train de nous battre contre l'État et contre la manière dont l'État, si vous voulez, avance sur ces sujets-là. Moi, je suis désolé, mais je ne suis plus parlementaire et je demande aux parlementaires en particulier d'agir là-dessus. Un certain nombre d'entre eux, rarement, le font, si vous voulez, mais pas assez, parce que je vous dis encore que la réforme climat qui est intervenue en 2022 laisse la place uniquement à des ordonnances qui sont faites par le sommet et qui n'ont rien à voir, si vous voulez, avec ce que vous venez de dire, avec ce que votre voisine vient de dire, etc., et avec ce que nous souhaitons, c'est-à-dire que le combat doit être mené
tous ensemble, la vérité doit sortir, si vous voulez, des réunions collectives que nous devons avoir tous ensemble pour pouvoir continuer. Moi, je vous l'ai dit très clairement au début, pour pouvoir continuer à exploiter le sous-sol de notre pays, mais dans des conditions qui n'ont rien à voir, strictement rien à voir avec le passé. Je souligne d'ailleurs que le maire de Nouvelle-Calédonie qui s'est exprimé tout à l'heure vous a donné quelques éléments. Hein. Il vous a dit que, par exemple, il y avait des fonds qui avaient été mis en place pour pouvoir prévenir l'avenir des exploitations, pour pouvoir remettre en forme les paysages quand il y a eu ceci ou cela. Donc c'est dans tous ces sens-là que nous devons aller, en prenant naturellement par rapport à l'environnement toutes les précautions possibles, mais en même temps en mettant à la disposition de notre pays les richesses qui sont celles de notre sous-sol. Voilà ce que je voulais dire. Hein. J'espère que vous convaincre un peu sur ce sujet. Mais ensemble, nous pouvons continuer, si vous voulez, ce combat qui vient d'être amorcé. Monsieur, allez-y, vas-y. Un mot. Hein. Juste un mot très très rapide parce que je sens votre déception aujourd'hui, mais non. En fait, l'Association des communes minières de France est justement ici pour se faire connaître de vous. Et notre méthode à nous, c'est d'utiliser tous les canaux de réforme de la loi. Parce que ce que vous détectez dans votre commune comme injustice ou défaut de publicité ou manque de communication autour de l'enquête publique qui concerne ces futures explorations, c'est la pure application de la loi par les services de l'État dans les territoires. Et donc, le préfet de votre département vous répondra « je ne fais qu'appliquer la loi ». Et on doit intervenir auprès du législateur et auprès du gouvernement. Et en fait, avec le président, on va régulièrement rencontrer les ministres, donc Bercy ou le ministre de l'Industrie. Et récemment, on a travaillé sur la rédaction de la loi sur la réindustrialisation verte. Et notre association injecte les besoins des territoires dans les réformes du gouvernement et utilise ses parlementaires pour avancer sur le sujet. Donc ne baissez pas les bras et ne pensez pas que votre venue ici aujourd'hui était inutile. Non, restez en contact avec notre association et on vous aidera à avancer sur ce sujet. Très bien. Merci. Merci beaucoup à vous tous. Ça a été une matinée extrêmement intéressante. Pour moi en tout cas, pour nous, et je l'espère pour vous tous. Et à bientôt, peut-être dans vos territoires ou ici à Paris quand nous avons des réunions. N'hésitez pas donc à nous contacter, nous sommes là présents, taillables et corvéables à merci. N'hésitez pas. Bonne journée.